Maintenant, l'invité de la matinale, ce rapport sur l'entrisme des frères musulmans, dont il est question depuis mardi. Quelle est son utilité ? À quoi va-t-il servir ? Sur quelles actions peut-il déboucher ? Je pose la question ce matin à Hugo Micheron, chercheur à Sciences Po, spécialiste du djihadisme, auteur de La colère et l'oubli, les démocraties face au djihadisme européen. Aux éditions Gallimard, ce livre a obtenu en 2023 le prix du livre géopolitique. Hugo Micheron, bonjour. Bonjour. J'aimerais pour commencer qu'on parle du calendrier de publication de ce rapport et qu'on revienne un peu en arrière parce que c'est important. Qu'en savez-vous ? C'est un rapport qui a été réalisé en fait l'année dernière, au printemps 2024. Il était prêt pour publication à l'été et puis il y avait plus de gouvernement. On était après la dissolution et comme quoi, vous voyez, l'instabilité politique aussi produit des effets très concrets. C'est-à-dire qu'un rapport qui était prêt, tout d'un coup, a été mis en pause. Édulcoré, parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas si le gouvernement serait à gauche ou bien potentiellement même à l'extrême droite. Et donc, tout a été suspendu, en partie édulcoré. Et puis, le rapport, du coup, a traîné. Et jusqu'à la semaine dernière, l'Élysée n'était pas encore certain qu'il fallait sortir ce rapport. Et ce rapport n'avait pas été commandé par Bruno Retailleau puisqu'il n'était pas au gouvernement. Non, pas du tout. Il a été, il est sorti dans la presse, ce qui en fait a été une manière de forcer la main du président de la République et des autres membres du gouvernement qui savaient pas s'il fallait sortir le rapport et sous quelle version. Une version très édulcorée, une version un peu édulcorée, étant entendu que le rapport en lui-même est en très grande partie classifié. Donc c'est voilà la logique derrière le rapport. Et puis maintenant, le rapport étant sorti dans le Figaro, il y a une séquence et on a bien vu hier que l'Élysée, à l'issue du Conseil de défense, n'était pas très content que ce rapport sorte de cette façon et ça va pousser. On va voir ce qui va se produire. Des annonces ont été annoncées pour les semaines à venir. Alors en 48 heures, ce rapport est devenu un objet politique identifié, tout à fait. Certains disent que c'est un outil politique, voire politicien, de promotion de celui qui l'a fait fuiter. Mais je crois qu'il faut sortir de ça. Évidemment, ouais. En fait, c'est la zone de confort. Je comprends que tout le monde se rassure du côté des politiques et du côté des journalistes politiques à commenter la dimension politique du rapport, et sans doute qu'elle est importante, mais il faut venir sur le fond. Il faut venir sur le fond, c'est-à-dire que c'est un enjeu énorme. Les frères musulmans, tout le monde le sait, c'est pas un enjeu qui date d'hier. C'est un sujet qu'on a du mal à documenter. Et donc moi, en tant que chercheur, si vous voulez, ce qui m'intéresse à travers ce rapport, c'est plusieurs choses. Le premier élément, c'est de savoir ce qu'en dit l'État, et ce que c'est l'État, et ce qu'il dit qu'il en sait. Et ça, c'est bien de pouvoir avoir un point là-dessus. Deuxième élément, il y a quand même des éléments chiffrés et un élément de diagnostic, qui peut être commenté, qui peut être critiqué, mais c'est quand même important. Et nous, en tant que chercheurs, on est souvent très en demande d'avoir des chiffres, d'avoir des éléments très concrets qui sortent. Et le troisième point, aussi, il faut bien le voir, c'est que le sujet, justement, parce qu'il est épineux, c'est de la diplomatie publique. Voilà. Et ça, la France est le seul pays à le faire. Les débats sur ces sujets-là d'islamisme sont tellement verrouillés ailleurs en Europe, au Royaume-Uni, en Belgique et aussi dans une certaine mesure en Allemagne, qu'en fait on n'arrive même pas à pouvoir tout simplement en discuter. Et nous, en France, on a un espace, mais évidemment, la tentation, c'est de pas trop en parler, c'est de parler de la dimension politicienne. Moi, je pense au contraire qu'il faut parler du sujet des frères musulmans, et il y a beaucoup à dire. Alors justement, vous avez ouvert ce rapport, 70-75 pages. Vous, qui êtes chercheur, vous travaillez là-dessus depuis longtemps, il y a d'autres chercheurs qui le font. Est-ce que c'est un rapport de qualité ? Est-ce que les chiffres sont justes ? Est-ce que les personnes interrogées étaient les bonnes ? Est-ce que tout le monde a participé, y compris des représentants des frères musulmans qui ne se cachent plus ? Ou qui ne se cache pas d'ailleurs. Que pensez-vous de ce travail ? Encore une fois, c'est pas un rapport qu'on va lire pour la rigueur académique. Moi, j'attendais pas des notes de bas de page. C'est un rapport comme il s'en fait tant. Maintenant, le sujet est tellement important qu'effectivement, on veut absolument voir ce qui est compris. Donc, sur le fond, sincèrement, il y a aucun problème. Je veux dire ni de rigueur, ni je vois les attaques qui commencent à sortir. C'est pas à moi de défendre le rapport. L'État a fait un rapport. Regardons ce qu'il dit du sujet et le commentons. Ce qui est très intéressant là-dessus, c'est premièrement, ils décrivent un phénomène. C'est intéressant d'avoir ça. Le phénomène des frères musulmans comme étant plutôt en perte de vitesse dans le Moyen-Orient, sauf en Turquie, et plutôt avec une bonne dynamique, disons,
en Europe. Vous voyez, ça, c'est des choses que nous, on sent, on voit sur le terrain en tant que chercheurs, de savoir que l'État considère avec aussi, là, les rapporteurs, c'est un préfet et un diplomate. Donc ça veut dire que les réseaux diplomatiques français ont participé à donner des éléments. C'est intéressant de se dire que voilà, cette dynamique, elle est en fait, c'est une dynamique européenne. L'autre élément, c'est bête, mais on est à un an des élections municipales. C'est la dimension locale est vraiment assez soulignée dans le rapport avec ces questions d'entrisme. Ça va devenir des sujets de campagne. C'est un entrisme sur le terrain, associations sportives, éducation, je dirais environnement municipal, réseau politico-associatif. Bref, ça se passe en bas. Oui, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a différentes. Si on reprend le champ de l'islamisme, peut-être pour les auditeurs, pour que ce soit très clair. On a le terrorisme qu'on associe au djihadisme, voilà, très 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 facilement, et c'est souvent très correct. Moi, c'est plutôt là-dessus que je travaille, et sur le Moyen-Orient. Il y a tout le champ du salafisme, où là, c'est vraiment un rigorisme très ostentatoire qu'on va plutôt qualifier, en tout cas du côté de l'État, de séparatisme. Et puis après, il y a quelque chose de beaucoup moins visible, de beaucoup plus politique, qu'on appelle l'entrisme, et qui va, si vous voulez, du clientélisme électoral bas de gamme à en fait des campagnes beaucoup plus subtiles d'intimidation, donc c'est typiquement d'accusations d'islamophobie d'État, de racisme systémique exercé contre les musulmans au nom, si vous voulez, d'un projet pour détruire l'islam. Alors justement, le projet, en tout cas le projet des frères musulmans, tel qu'il pourrait s'épanouir dans un pays comme la France, à quoi ça ressemble ? Qu'est-ce que ça dit ? Ça n'est pas passer du jour au lendemain à des actions terroristes. C'est pas du tout. C'est pas du tout ça. Non, au contraire. C'est plus pernicieux. Bah oui, mais c'est souvent un projet donc qui passe par la légalité. L'objectif des frères musulmans depuis 30 ou 40 ans en Europe, pas qu'en France, c'est de s'imposer comme des représentants. Ils veulent être des intermédiaires entre l'État et les musulmans en s'autoproclamant représentants des musulmans. Donc ils ont plutôt envie de montrer des garanties, et puis en fait souvent, et c'est comme ça que c'est présenté assez justement, c'est des adeptes du double discours. Donc la face, si vous voulez, la façade est impeccable, et en fait quand on tire les fils, en fait c'est des discours qui sont beaucoup plus derrière le rideau, beaucoup plus communautaristes, qui en fait sont dans une logique de distinction fondamentale entre les Français musulmans et non musulmans. Donc vraiment de créer, si vous voulez, un ordre à part, et c'est en fait comme ça qu'on passe de logique d'abord d'entrisme vers des logiques de séparatisme. Encore une fois, il n'y a pas de loi définitive entre tout ça, mais ce qui convient de comprendre, c'est que là, on est déjà dans un champ très particulier qui est le champ de l'islamisme, et qu'il faut distinguer aussi de l'islam. Et l'erreur qu'on fait, et dans les réactions qui sont autour de ce rapport, on le voit tout de suite, c'est dire vous attaquez les frères musulmans, en fait vous attaquez les musulmans tout court. Et bien ça, c'est tombé dans le piège que tendent les frères musulmans depuis 30 ans aux démocraties européennes. Vous parlez de la façade. La société idéale, telle que la rêvent les frères musulmans dans la France d'aujourd'hui, c'est la possibilité pour les jeunes filles de porter le voile le plus tôt possible. C'est on se fait pas soigner par des médecins hommes. Si on est une femme, on va à l'hôpital. C'est l'éducation religieuse des enfants qui se confond avec une éducation tout court. C'est tout ça ? Oui, mais en fait, le monde du frérisme, si vous voulez, il est en fait ils ont une méthodologie d'action politique. En ça, se rapprocherait beaucoup d'un syndicat ou d'un parti politique avec des visées politico-religieuses. Si pas une secte ? Non, c'est quelque chose au contraire très organisé. Mais les frères musulmans en tant que tels, ils n'ont pas une doctrine véritablement établie. Ils vont aller là où c'est le plus porteur du côté des islamistes. Et comme la dynamique depuis 15-20 ans, elle est plutôt au sein de l'islam européen, elle est plutôt portée par le salafisme. Ils ont tendance à s'aligner sur les prétentions doctrinales des salafistes. Et ça donne une mouvance qui est qu'on appelle le salafo-frérisme, où c'est à la fois des militants assez politiques qui comprennent assez bien le débat français, ses lignes de faille, et commencent à glisser dans les interstices pour promouvoir leur position comme modérée, alors que sur le fond, en fait, elles sont assez radicales. Et d'autre part, de donner le change à des mouvements plus radicaux comme les salafistes, en montrant que finalement, ils les contestent pas sur le fond. Et c'est ça qui crée en fait une situation qui est pas qu'une question en fait vraiment de rapport et des frères musulmans. Ça crée une situation politique qui devient clivante, qui devient explosive sur ces sujets. Et c'est pour ça que c'est un impératif d'en parler. Et donc, pour une fois qu'on a un rapport public qui sort dessus, encore une fois, il y a très peu de pays qui le font. Ça peut avoir un impact sur les prochaines élections municipales. Ça peut dégonfler des effets de clientèle, des candidats qui sont les faux-nés de cette organisation. Est-ce que c'est utile ? Ce qui est utile, si vous voulez, c'est quand on a des descriptions assez claires de ce qui se passe au niveau local et qu'on voit bien, il y a quand même des éléments qui sont assez clairs, objectifs et accablants dans le rapport, qui sont par ailleurs, pour ceux qui travaillent sur le sujet, pas totalement nouveaux, mais de les voir écrits, c'est vrai que ça peut participer d'une prise de conscience
Encore une fois, faut pas tout en attendre. C'est un rapport, ça permet de poser quelques jalons, mais ce sujet-là est quand même assez bien documenté. Hugo Micheron, spécialiste du djihadisme et l'invité de la matinale de Radio Classique, vous avez dit quelque chose de très important. La France est le seul pays en Europe qui mutualise ce sujet, qui dit, voilà, on va le mettre sur la place publique, donc c'est le grand intérêt de sa sortie, peut-être aussi du ramdam autour de cette sortie, mais vous l'avez dit, ça n'est pas de la politique politicienne, ou en tout cas pas uniquement. Vous dites, il faut que la France ait un débat là-dessus, c'est pas mal qu'il arrive avant les municipales, parce que les autres pays européens qui sont concernés, l'Allemagne, l'Angleterre, où il y a quand même eu des affrontements interreligieux, interethniques, et même la Hollande, ne le font pas. Mais c'est-à-dire qu'en fait, on se plaint souvent en France, on se plaint souvent du déni, etc. La réalité est que le débat public en France est beaucoup plus mature que dans d'autres pays. L'Angleterre, la Belgique sont des pays qui ont des gros problèmes, où les frères musulmans sont beaucoup plus implantés. Eux n'arrivent tout simplement pas à l'avoir. Moi, j'ai fait beaucoup de terrain au Royaume-Uni ces dernières années. Les chercheurs sur le sujet sont accablés. Ils n'arrivent même pas à pousser, si vous voulez, leurs travaux parce qu'ils sont tout de suite considérés avec suspicion. Et ça, c'est pas bon. Enfin, tout le monde le reconnaît. On n'a pas parlé de l'université, mais on en parle régulièrement. Il y a de l'entrisme à l'université des frères musulmans. Si vous voulez, les frères musulmans, ils ont des cibles claires. C'est les institutions les plus solides d'un État. Donc, en France, quand ils visent l'éducation nationale, c'est parce que l'éducation nationale, ça marche et ça les effraie. Quand ils visent l'université, c'est pour bloquer la production de connaissances sur ces sujets. Voilà, c'est tout ça. C'est des systèmes d'intimidation. La France s'en sort pas si mal, mais par contre, ce qu'il faut, c'est bien maintenir ouvert ce débat. Laissons la logique politicienne se faire. S'il faut voilà, c'est les politiques font de la politique. Mais nous, arrivons sur ce terrain du concret et de la discussion de fond. Arrivons sur le terrain du concret, de la discussion de fond. On y est déjà depuis 10 minutes. Qui va aider ce rapport? À qui peut-il être utile? Je vous le disais, à partir du moment où c'est de la diplomatie publique, il est accessible à tout le monde et c'est pratique. Voilà, ça permet d'objectiver des éléments. Moi, j'ai beaucoup travaillé, vous l'avez rappelé, sur le djihadisme. Entre 2012 et 2018, il y avait plein de départs en Syrie. Quand on a su exactement combien l'État recensait de départs en Syrie, c'est bête, mais ça nous a permis de voir d'où et de commencer à poser le diagnostic. Ça va aider l'éducateur sportif, ça va aider le maire, l'élu local, l'assistante sociale, ça va aider des gens comme ça qui sont sur le terrain et qui n'osent pas. Et qui n'osent pas, ou bien qui osent et qui se sentent seuls. Et je veux dire, c'est très important aussi que l'État montre que c'est une préoccupation au plus haut niveau, parce que c'est une réalité. Vous l'avez dit, des éducateurs sur le terrain, des éducateurs sportifs. Moi, j'ai fait énormément de terrain partout en France. C'est un sujet dont tout le monde parle. Donc il y a vraiment que dans les médias où on peine vraiment à aborder ce sujet de façon directe. Alors politiquement, Emmanuel Macron a été assez habile. Ça a fuité. Il a pris la balle au bond. Il a dit faites des propositions. Vous n'allez pas assez loin, de manière à couper un peu l'herbe sous le pied d'un ministre qui pouvait instrumentaliser ce rapport de façon utile, mais aussi politique. Que peut faire l'État? Quelles sont les réponses que vous avez en tête pour parer cette influence? Déjà, il n'y a pas que l'État. Ça, c'est très important. Moi, la façon, je suis sûr et certain, et je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut l'aborder, on ne résoudra pas la question de l'islamisme si on ne se pose pas la question des algorithmes qui régissent les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des énormes problèmes. Les contenus les plus radicaux, notamment salafistes, sont propulsés, mis en avant de façon disproportionnée sur les plateformes qu'utilisent en priorité les plus jeunes pour se documenter. Je pense évidemment à TikTok, je pense évidemment à tous les réseaux sociaux. Il y a un énorme sujet là, et ça, c'est tout le propos aussi de Giuliano d'Ampoli. C'est à un moment donné dans une jungle informationnelle, si on ne taille pas à minima une voie pour commencer à réguler ce qui se dit sur ces plateformes qui sont devenues des plateformes informationnelles, on ne pourra pas se plaindre des résultats. Et de ce point de vue-là, la question de l'islamisme n'est pas si différente de dynamique électorale qu'on voit en Roumanie, où un candidat inconnu, tout d'un coup, a été propulsé à plus de 40% par TikTok. C'est des sujets politiques et ils sont pas déconnectés des autres. Quand on parle d'islamisme, on parle aussi de démocratie et de politique. Hugo Micheron, merci infiniment d'avoir éclairé nos auditeurs. Je rappelle que vous êtes l'auteur de La colère et l'oubli. Cette fois, on n'oublie plus. Les démocraties face au djihadisme européen, aux éditions Gallimard, prix du livre Géopolitique 2023. Merci à vous. À suivre le rappel des titres, la revue de presse et notre esprit libre du jeudi. C'est Franz-Olivier Gisbert, et lui aussi est inspiré par ce rapport.